Aujourd'hui, le pays le plus peuplé au monde est la Chine. Plus d'1,3 milliard d'habitants. Il nous semble donc essentiel de comprendre l'évolution de ce pays. Et pour mieux assimiler la façon dont la Chine évolue aujourd'hui dans le monde, son évolution démographique mérite d'être analysée de façon précise. La Chine, comme tous les pays du monde, a traversé des millénaires de périodes où la mortalité était très élevée, où la natalité était très élevée. Mais la réalité démographique chinoise, c'est surtout le fait que la Chine a toujours représenté environ 1/5 de l'humanité. Nous pensons parfois que le fait qu'aujourd'hui il y ait 1,3 milliard de Chinois, c'est un chiffre très important. En réalité, c'est à peu près 20% de l'humanité, et il y a 20 siècles, la Chine aussi représentait à peu près 20% de l'humanité. L'histoire démographique chinoise a évolué de façon surprenante depuis la prise de pouvoir par Mao Tse-tung. Dans un premier temps, nous avons un régime qui est très favorable à la natalité. Il considère que l'installation du communisme en Chine est de nature à résoudre tous les problèmes de la Chine. Un premier tournant va être pris au moment de ce qui est appelé en Chine le grand bond en avant. C'est la période des années 1958-1960. Le gouvernement chinois trouve qu'il faut renforcer le collectivisme. Il faut supprimer encore davantage la propriété privée des paysans. Et cette collectivisation des terres se traduit par une baisse terrible de la production agricole. Il en résulte une malnutrition, il en résulte que dans les campagnes chinoises, les gens étant beaucoup moins bien nourris, ils sont beaucoup plus malades, et il y a beaucoup de morts pendant ce grand bond en avant. On considère même que les morts dus au grand bond en avant pour la Chine équivalent au nombre de morts dus à la Première Guerre mondiale pour la France. Donc c'est un chiffre tout à fait considérable. Et après ce grand bond en avant, le gouvernement décide de revenir sur sa politique de collectivisation, et l'on retrouve une période où à nouveau la production agricole réaugmente, les Chinois des campagnes redeviennent plus aisés, et comme ils sont plus aisés, à nouveau les mariages augmentent et la natalité revient alors qu'elle s'était abaissée pendant ce grand bond en avant qui équivalait à une période de guerre. Donc la Chine reprend sa croissance démographique après le grand bond en avant, et cette croissance démographique est favorisée par un autre élément, c'est la diminution de la mortalité infantile, parce que les équipements sanitaires et le respect des règles d'hygiène s'améliorent en Chine. Nous sommes dans un pays où il y a maintenant la paix civile, alors que pendant toute la première partie du XXe siècle, les conditions du conflit civil avaient rendu difficile l'amélioration du réseau sanitaire. Or, cette croissance démographique va faire peur au régime politique, alors qu'avant, il l'a trouvé bénéfique. Et une première décision est prise en 1971 à travers tout un ensemble de campagnes où ils disent aux Chinois, 1, il faut vous marier tard, 2, il faut qu'entre les naissances, il y ait le plus d'années possible, donc un espace entre les naissances, et troisièmement, il faut peu d'enfants. Donc en fait, la campagne publicitaire, c'était tard, espacé, peu. Et donc il y a un encouragement à l'affaiblissement de la natalité. Lorsque nous arrivons en 1979, c'est un petit peu la grosse inquiétude au sein du gouvernement chinois, parce qu'ils voient bien que vont arriver à l'âge de fécondité quelques années après des générations beaucoup plus nombreuses, celles qui sont nées en 1962-63, c'est-à-dire juste après le grand bond en avant. Et là, le gouvernement dit il faut absolument qu'on freine la natalité, et il décide ce que l'on a appelé la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire qu'il met en place une bureaucratie qui autorise les Chinois à n'avoir qu'un enfant. Autrement dit, lorsqu'un couple veut un enfant, il lui faut une autorisation de l'administration. Et si, par hasard, il a un enfant
qui n'a pas été prévu par l'administration peut le sanctionner. C'est-à-dire, par exemple, lui supprimer un emploi, baisser son salaire, lui donner un logement plus petit. Donc, une très très forte contrainte, l'obliger à verser des amendes. Et donc, cette politique de l'enfant unique, compte tenu de cette lourde administration qui se met en place, est réellement appliquée dans l'ensemble de la Chine. Sauf que, très rapidement, les minorités chinoises, je rappelle que la population chinoise est composée à 90% d'une ethnie qui s'appelle les Han, et puis il y a d'autres minorités chinoises comme les Tibétains ou les Ouïghours, et ces minorités disent au gouvernement, mais si vous nous imposez la politique de l'enfant unique, nous allons disparaître, parce que nous n'aurons pas assez de descendance. Donc dès le milieu des années 1980, le gouvernement chinois est obligé d'adoucir sa politique de l'enfant unique pour les minorités qui vivent en Chine. Et puis dans un deuxième temps, il est obligé de l'adoucir aussi pour des familles rurales qui disent « mais nous on a besoin de bras dans l'agriculture ». Donc il en résulte que lorsque une famille paysanne a comme enfant une fille, on l'autorise à avoir un second garçon, en espérant, parce qu'elle espère que ce second enfant sera justement un garçon. Donc le résultat de cette politique de l'enfant unique, c'est une baisse considérable de la natalité et de la fécondité, mais en réalité pas plus élevée que dans d'autres pays qui n'ont pas mis en place une politique coercitive aussi forte. Où en sommes-nous donc aujourd'hui, en ce début des années 2010 ? Eh bien, il y a un grand débat au sein du gouvernement chinois. Il y a ceux qui disent que cette politique a développé des effets pervers très dommageables pour l'avenir de la Chine et il faut l'arrêter. Et puis il y a ceux qui défendent tout le système bureaucratique qui gère cette politique et qui ne veulent rien changer. Mais il est clair que le débat est très vif au sein des autorités chinoises et l'une des raisons, ce sont les conséquences de cette politique de l'enfant unique,